Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, enseignement privé, mesures sanitaires renforcées au Maroc. En premier lieu, nous revenons sur les principales conclusions du dernier rapport du Conseil de la concurrence concernant donc le marché de l'enseignement privé au Maroc. Le rapport dissèque l'état de la concurrence dans un secteur qui a connu ces 10 dernières années une croissance fulgurante, soit près de 97%. Le rapport pointe aussi l'omerta qui entoure certaines pratiques dans le secteur. Aujourd'hui, les services d'enseignement privé ne font l'objet d'aucune régulation. D'autres données conduisent le Conseil à interroger l'absence de critères assurant un équilibre entre le contenu et la qualité des services rendus, mais aussi les frais imposés, sans oublier des facteurs d'exclusion sociale et autres disparités territoriales. Nous en parlons ce soir en compagnie d'Anouar Himdi, vice-président de l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc, et de Wadi Madjah, président de la Fédération nationale des associations du consommateur, la FNAC. En seconde partie de l'émission, la réaction du Maroc face à la recrudescence des cas de Covid en Europe. Le Royaume vient de renforcer les contrôles à ses frontières, en particulier pour les touristes européens. Comment et sur quels critères prend-on ce type de décision? Doit-on craindre une quatrième vague au Maroc? Comment maintenir l'activité économique sans retomber dans une nouvelle crise sanitaire? Élément de réponse en seconde partie de l'émission en compagnie de 3 experts. Mais avant, revenons sur ce rapport du Conseil de la concurrence où l'enseignement privé représente un modèle favorisant les disparités sociales, un avis, rappelons-le, qui a été rendu à la demande de la Chambre des représentants. Anouar Himdi, vice-président de l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci. Bonsoir Wadi Madjah. Bonsoir. Donc, ma première question est destinée à Anouar Himdi. Donc, vous représentez l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc, donc les professionnels de l'enseignement privé. Quelle a été votre réaction suite à la parution de cet avis du Conseil de la concurrence? Voilà notre point de vue sur cette analyse qui est très exhaustive et qui a mis au point aussi bien les faiblesses que les points forts d'un système éducatif en faculté, ne peut que s'avérer efficace, ne peut qu'adhérer et il y a quelque chose à faire. Le point à dévoiler aussi. Wadi Madjah, est-ce qu'on avait réellement besoin d'un avis du Conseil de la concurrence pour se rendre compte des forces et faiblesses, comme vient de l'évoquer Anouar Himdi, des forces et faiblesses de l'enseignement, en l'occurrence privé, au Maroc? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau selon vous? Je crois qu'effectivement, cet avis du Conseil de la concurrence a apporté effectivement son grain de sel dans ce secteur-là, que normalement, ça fait depuis plus exactement 2012 que notre fédération essaie de tirer la sonnette d'alarme sur ce phénomène et la relation qui existe entre consommateurs de ce service avec les professionnels du métier. Et je crois que effectivement, le Conseil de la concurrence a pu tracer une feuille de route, en tout cas ce qui concerne tout ce qui appartient justement sur le volet, disons, commercial de ce secteur-là, et notamment la concurrence, parce que il faut savoir aussi que le Conseil de la concurrence a un rôle très important à jouer dans l'activité économique. Et quand on parle effectivement de l'école privée, donc on parle aussi d'une activité qui est sous les radars du Conseil de la concurrence, notamment une surveillance du marché et la régulation du marché. Donc je pourrais dire que le Conseil de la concurrence a effectivement mis le point sur ces éléments, et ces recommandations
sont assez pertinentes, vu que les autorités et le pouvoir public puissent mettre en place justement ces recommandations, bien entendu, avec la collaboration des professionnels et notamment l'implication des autres acteurs, notamment l'association de protection du consommateur. En tout cas, du volet qui nous concerne, nous, en tant que mouvement consumériste, c'est le volet du respect des droits du consommateur. Oui, alors, bon, parce que là, il y a le respect du droit du consommateur, j'en conviens, Wadi Madih, mais Anouar Hamdi aussi, il y a, on parle de concurrence, mais on parle de concurrence pour un service qui se heurte aussi à un droit constitutionnel, celui du droit égal d'accès à une éducation moderne et de qualité. Donc, est-ce que vous, au sein de l'Alliance de l'enseignement privé, vous pouvez assurer que cette pratique-là est plus ou moins généralisée, c'est-à-dire autre que les tarifs Anouar Hamdi, donc je m'adresse au vice-président de l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc, outre les tarifs, on va en parler plus tard, mais je parle de qualité. Est-ce que au sein de l'Alliance, vous avez une espèce de barème pour jauger de la qualité des services présentés aux élèves dans le cadre de, bien sûr, de l'enseignement privé, élèves ou étudiants d'ailleurs? Bien sûr, la qualité, elle est de mise. La qualité, c'est l'aboutissement de chacun, c'est normal. En plus, là, vous parlez d'une partie de l'école, c'est-à-dire vous parlez d'un segment qui est l'enseignement privé, qui est l'école privée. Or, cette dichotomie entre privé, concernant la qualité, cette dichotomie entre privé et public, elle pose énormément de problèmes. En tout cas, nous sommes face à une réalité, nous sommes face à un investissement qui est très fort, qui est l'investissement dans le humain, dans l'immatériel, et par contre, cet investissement, il est cible et il a un coût. Et sur cible une qualité. Cette qualité, elle est mesurée, elle est mesurable. C'est ce qu'on cherche, nous, c'est comment réguler ce système, comment aboutir à mettre en place un système de qualité, comment le mettre en exergue et éventuellement, à partir de là, on peut passer la voie pour énormément de choses, Donc, ce que vous proposez, c'est de changer le cadre réglementaire en ce qui concerne la qualité. Mais force est de constater que le contrôle ne suit pas vraiment finalement pour les écoles privées. C'est dommage qu'on entende toujours ça, parce que le contrôle, il y est. De quel contrôle d'ailleurs on parle? Si c'est le contrôle administratif, il y est, et il a toujours été, et les écoles privées sont contrôlées par le ministère de l'Éducation nationale, par d'autres organismes, vous les connaissez très bien. Il est fortement contrôlé. Et ce qu'on cherche, c'est ça, ce contrôle administratif, mais c'est beaucoup plus de régulation. Un apport, c'est beaucoup plus un plus pour mettre en exergue ce potentiel, pour mettre en exergue cet apport qui vise la qualité de l'enseignement. Qui dit enseignement, dit ressources, dit futur, dit jeunesse. Et notre pays, bien sûr, nous sommes stables sur le plan politique et notre pays, il a choisi, il a misé sur la jeunesse, sur la formation de la jeunesse, sur la qualification de ce potentiel humain et ce potentiel humain qui sont les jeunes. Wadi Madih, donc vous avez évoqué les appels répétitifs de la Fédération nationale des associations du consommateur en la matière, en ce qui concerne l'enseignement privé. Donc, quels sont, si on pouvait avoir un top 5 des remontées les plus fréquentes en ce qui concerne d'abord la qualité, puis on passera plus tard à la partie tarification qui est tout aussi importante, si ce n'est, c'est celle qui touche finalement la poche du consommateur et du citoyen et du parent avant tout. Donc, qu'est-ce qui remonte le plus en ce qui concerne la qualité ?
Alors, laissez-moi vous dire aussi une chose qui est très importante et qui a été aussi soulevée par le Conseil de la concurrence quand il a parlé donc dans ses recommandations, et plus précisément la troisième recommandation qui demande donc justement au pouvoir public et notamment à la profession de mettre en place des mécanismes de renforcement de la dynamique concurrentielle. Et vous savez que quand on parle de la concurrence, la concurrence a une relation directe avec la qualité. Donc, on va s'améliorer en produisant un produit de qualité et tout en mettant en place effectivement des tarifs qui sont attractifs et qui sont effectivement des tarifs qui peuvent être une base de choix pour le consommateur. Il faut dire aussi que selon les constats et comme vous venez de dire aussi au niveau de la qualité, le consommateur lui-même n'a pas de référentiel, n'a pas de normes pour pouvoir vérifier. Et ce qui a été aussi demandé par le Conseil de la concurrence, c'est de mettre en place un référentiel pour que je puisse, moi, en tant que consommateur, juger et prendre en connaissance de cause le choix de l'école de mes enfants pour effectivement se rendre compte avant même, disons, la décision, on va dire la décision d'achat. C'est ça le rôle le plus important parce que bon, la défaillance qui existe, notamment donc mis à part le prix, on ne va pas en parler tout à l'heure, tout de suite, mais peut-être tout à l'heure. Mais le problème qui se pose, c'est un problème d'information du consommateur. Et quand on n'a pas cette information, donc on se retrouve donc dans une situation qui est très difficile pour pouvoir effectivement choisir quelle école qui va répondre à mes besoins spécifiques en tant que consommateur, et bien entendu, elle va devoir répondre aussi à mes engagements économiques, étant donné que c'est moi qui va devoir effectivement payer ces prestations-là. Donc, si je n'ai pas un choix et des critères de choix qui sont normatifs, des critères de choix qui sont réglementés et qui sont transparents, qu'est-ce que je me rabats à faire un choix sur quoi? Je me rabats à faire un choix sur, soi-disant, les écoles de mission étrangère. Je me rabats à faire un choix selon la beauté de l'immeuble ou de l'édifice, puis après le nombre de voitures et le nombre de fils qui vont s'arrêter à côté. Et peut-être bien, je vais faire aussi le choix sur la base des parents. Et si on pouvait faire le choix, Wadi Amadir, si on pouvait faire le choix sur les contrôles, je reviens à cette question de contrôle et même d'évaluation, puisqu'on parle d'enseignement, les élèves subissent des évaluations, l'enseignement peut aussi subir, en tout cas être soumis à une évaluation. Mais si on prend, par exemple, pour l'année 2017-2018, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, seulement 27%, moins de 30% des établissements privés ont été contrôlés, évalués. Donc comment, et quand bien même ils sont évalués et contrôlés, est-ce qu'on a accès à ces rapports du ministère pour pouvoir juger de la qualité offerte par l'établissement? Je vais peut-être poser cette question à Wadi Amadir et faire réagir Anouar Hindi là-dessus. Alors, je dis, ce qui est plus important que le contrôle, c'est effectivement le choix. Et à partir de choix, je peux moi-même pouvoir justement opter pour un établissement bien défini. Donc, le problème ne réside pas au niveau du contrôle, plus que le problème qui doit être justement un élément crucial et important de choisir l'école que je veux pour mon fils. Alors, donc, du coup, quand je n'ai pas ces informations-là, je me rabats aux critères que je viens de citer. Très bien. Ok. Le contrôle oui. Vient après. Et là, bon, je crois que si nous avions aussi le pouvoir de pouvoir choisir en liberté et selon des critères, on n'aura même pas besoin de contrôle, on n'aura même pas besoin d'une qui va devoir contrôler le travail
de ces écoles-là. Parce que le contrôle, a priori, c'est quelque chose qui va handicaper le professionnel, mais l'information et le choix selon des critères, ce sont des éléments qui vont devoir aider effectivement, premièrement, le choix du consommateur, deuxièmement, la libre concurrence sur le marché. Mais Très bien. malheureusement, quand on n'a pas ce choix-là, on se rabat effectivement vers le contrôle de l'administration. Mais maintenant aussi, quand on parle du contrôle, vous savez que le ministère du tutelle n'a pas le pouvoir de contrôler tout ce qui est relationnel, commercial. Donc, elle ne contrôle que la partie qui concerne l'éducation. L'éducation. Anouar Hamdi. Voilà. Bon, on fait réagir peut-être le représentant de l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc, Anouar Hamdi. Qu'en pensez-vous, et notamment sur ce modèle même, je dirais, c'est un modèle économique, puisqu'on parle de concurrence, c'est un modèle économique du marché, selon vous, est-il à revoir, notamment en ce qui concerne l'évaluation de ces établissements scolaires? Bien sûr. Alors là, j'ai l'impression qu'on parle on est devant une situation qui prévoit beaucoup de dilemmes. J'ai l'impression qu'on parle d'un produit fini. Or, nous sommes face à l'école marocaine, nous sommes face à la formation de l'homme. Et le contrôle, aussi bien pédagogique que autre chose. Bon, moi, je mettrai la qualité sur le plan pédagogique. Maintenant, le reste qu'on vient d'évoquer, le bâtiment, les moyens, le transport, etc., ce sont des choses qui sont mesurables à l'œil nu, qu'on peut vérifier à l'œil nu. Chose qu'on ne peut pas mesurer et que l'unique autorité capable de mesurer est bien sûr l'apport pédagogique, bien sûr l'arsenal didactique. Là, tout le monde sait que nous préparons des élèves à des diplômes nationaux, que ces résultats, que les mérites, aussi bien national, je dirais sur le plan national que à l'international, je pense aux résultats de Pearce et Teams, là, c'est des évaluations qui se font automatiquement chaque année et les résultats sont là. Le ministère de tutelle, il a la possibilité de dévoiler tous ces résultats. Bien sûr, si je prends les évaluations internationales, on voit très très bien que l'enseignement privé, il est en tête de peloton de par son travail. Sachant bien que sur ce plan-là, nous travaillons la même chose que dans toutes les écoles du Maroc. C'est le même programme, c'est les mêmes examens, c'est. Donc finalement, le potentiel, oui, finalement, on a atteint les objectifs. Les objectifs sont atteints à la fin de chaque année. On n'est pas libre, on ne prépare pas des... Ah ben si, quand même. Alors, bon, c'est bien, vous me faites ma transition. Si je me permets de vous interrompre. On est libre un peu d'appliquer les frais qu'on veut, clairement. Ça répond aussi à un choix par le Maroc de choisir le système libéral. En tout cas, on est libre d'appliquer les frais et ça va de 3 000 dirhams à 40 000 dirhams. Donc, chacun choisit les frais. Donc, qu'en pensez-vous juste d'un point de vue éthique, s'il n'y a pas de contrôle sur le niveau de la qualité du service rendu par rapport aux frais qui sont exigés, est-ce que l'État serait-il ou le ministère de tutelle devrait-il, d'ailleurs le Conseil de la concurrence appelle clairement l'État à réguler davantage le secteur? Oui, réguler le secteur, vous avez parlé d'une marge entre 3 000 et 40 000. Moi, je suis sûr et certain que 80% des écoles privées, elles n'atteignent pas les 1 000 dirhams par mois, donc les 10 000 dirhams par an. Sachant bien que les charges qui sont là, il faut les définir. L'État, elle doit... Et une chose très importante, que toutes les écoles privées du Maroc, parce que de quel privé d'abord on parle? Est-ce qu'on parle du privé qui prépare les programmes nationaux, qui travaille les programmes nationaux, ou on parle d'un autre privé? Parce qu'il y a plusieurs types de privés au Maroc. Bien. Ceci dit que les écoles privées qui sont sous la tutelle qui travaillent sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, sous l'égide de la loi 0006, eh bien, il faut revoir les prix. Il faut revoir aussi les charges. Nous formons cette communauté éducative. Là, on parle de qualité. La qualité, elle doit miser toute la communauté éducative. À savoir,
famille, école et enseignants et système éducatif. On parle de tarification dans un secteur qui est complètement hétérogène. Que dira-t-on et comment allons-nous aborder le problème de la disparité régionale, le problème de la nature des différentes écoles, leur situation géographique, le problème des classes sociales qui fréquentent cette école et ces écoles, le problème qui a été largement soulevé par l'Alliance, qui est la loi du marché. Alors, un ensemble d'éléments à évoquer, mais tout cela m'empêche de parler d'une régulation. Sauf que là, on a tendance à parler d'une régulation administrative, purement administrative, qui sanctionne beaucoup plus qu'une régulation qui se base sur la transparence, sur l'échange, sur une régulation de toute la communauté éducative. Alors, dans ce modèle, là, on parle d'un modèle économique, peut-être que je vais extrapoler. Nous, en tant qu'école marocaine citoyenne, nous visons le modèle économique, nous travaillons sur une économie de l'être et non pas une économie de l'avoir. C'est la raison pour laquelle, si vous permettez, madame, c'est la raison pour laquelle les tarifs utilisés dans les établissements privés, ils sont loin de ceux que l'on prétend afficher. Autre chose, si vous permettez, cette dimension participative... Qui prétend? C'est les chiffres qui ont été repris dans le rapport du Conseil, hein, de 4 à 40 000 dirhams, frais de scolarité annuels, c'est le Conseil de la concurrence qui le dit. Oui, mais 40 000 dirhams, 30 000 dirhams par mois, il faut aller voir sur le terrain qui sont ces écoles qui... Deuxièmement, on a parlé d'une disparité régionale. On parle d'un axe fédérateur qui est celui de Casa, Rabat, etc. Oui, je dis bien qu'il y a... Bien sûr, il y a une floraison d'écoles, il y a eu forte demande de ce côté-là. Les prix sont à réguler. Mais allez voir le reste du Maroc, qui représente les 40%, c'est pas du tout ça. Non, désolé, c'est pas du tout ça. Mais vous en convenez que les prix sont à réguler et que aussi le fait que ces disparités-là territoriales devraient être revues. Bon, alors passons à la partie recommandations, justement. Anouar Hamdi, vous avez évoqué plusieurs propositions que l'Alliance a déjà formulées au ministère de tutelle. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement et surtout un nouveau modèle de développement. Si vous pouvez nous énumérer les recommandations que vous avez exprimées ou que vous comptez exprimer à cette nouvelle tutelle, au ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne ce modèle économique de l'enseignement privé. Quelle serait-elle? Brièvement. Brièvement, oui. Nous avons toujours soulevé le problème de l'absence de cet arsenal juridique qui régule tout le système dans sa globalité. Quand je parle d'arsenal juridique, qui ne prévoit non seulement, pas uniquement le contrôle administratif, mais qui prévoit beaucoup d'autres choses, à savoir qui soit incitatif, qui présente une assurance aussi bien à l'école qu'aux familles, qu'aux ressources humaines. Parce que si on prend uniquement le volet, je reviens tout à l'heure sur la qualité, si vous permettez une seconde, bien tout de suite. Alors, on a travaillé d'arrache-pied avec le ministère de l'Équipement sur l'amélioration de la qualité du transport scolaire. Où sommes-nous maintenant? D'accord, on a revu tout le parc auto, on a rénové, mais le prix de la voiture est resté le même, le prix du gasoil est resté le même, le prix de tout le service est resté le même. Alors, sur le les frais de scolarité aussi, hein. Les frais, ben oui, désolé. Alors, mais quand on parle de cet arsenal juridique, quand on parle de cette assurance, moi je pense qu'il faut revoir les choses dans leur globalité. Il y a un facteur, le maillon le plus important dans le système, ce sont ces ressources humaines. Les ressources humaines, il faut leur présenter toute une assurance. Il faut leur présenter tout ce qui est formation. Alors, on sollicite un cadre juridique qui permet la reconnaissance, la stabilité, la promotion sociale, un régime de retraite approprié, une garantie de l'emploi. Donc un cadre juridique pour le personnel, pour le personnel éducatif, n'est-ce pas, Anouar Hamdi? Oui, non. Très bien. Je fais réagir aussi mon autre invité ce soir, Wadi Madir, président de la Fédération nationale. Un mot.
Un dernier mot, je vous en prie, Anwar Un Hamdi. dernier mot. Oui. Alors, nous sollicitons un arsenal juridique qui met en marche cet ascenseur social et qui permet cette promotion sociale, aussi bien du côté famille que du côté ressources humaines. Et j'achève. Très bien. Merci. Oui, et surtout que le modèle actuel est basé exclusivement sur les contributions des ménages, comme ça a été soulevé que tout le monde connaît d'ailleurs, et soulevé dans ce rapport du Conseil de la concurrence. Wadi Madih, un dernier mot, des pistes d'amélioration de qualité et du rendement de l'école privée marocaine. Je vous demanderai d'être concis également. Il n'y a aucun souci, donc je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je souhaiterais juste rappeler une chose, c'est que j'aurais souhaité que le professionnel du secteur s'intéresse aussi au volet contractuel qui est plus important à notre sens et qui établit la relation entre le consommateur et le professionnel. Et notamment, donc, le Conseil de la concurrence a mis en exergue aussi cet élément-là quand il a émis, selon les recommandations de ce dernier conseil, donc mettre en place par l'État des mesures permettant l'accès des familles aux offres de services. Ce qui est très important parce que si on soulève ce phénomène de l'information du consommateur et le choix qui va lui permettre, effectivement, on n'aura pas tout le problème qu'on a vécu pendant la période du Covid avec tout ce qu'on connaît comme remous-ménage qui a été soulevé pendant cette période-là. Et ça, c'est à cause de la non-transparence du secteur, ce qui est malheureux. Effectivement, il y a ça. Donc, on est aussi devant le phénomène de la facturation qui est quasi inexistant au niveau de ce secteur-là. S'ajoute à cela, bien entendu, l'assurance et le transport qui a été évoqué aussi par notre représentant de la profession. Anwar Hamdi, oui. Tout cela ne peut être réglé que si le consommateur n'a pas l'information au préalable basée sur effectivement un référentiel qui va nous permettre, nous, en tant que consommateurs, de savoir et connaître et choisir le produit que nous, ou la prestation de service que nous souhaitons, et effectivement avoir certaines normes sur lesquelles on va devoir se baser. Donc ça, c'est uniquement sur le volet, si on veut dire, relationnel et contractuel. Il faudrait aussi revoir le contrat qui va devoir établir la relation entre le consommateur et le professionnel dans ce cadre, et ça a été aussi soulevé dans le rapport du Conseil de la concurrence. Donc finalement, un cadre juridique nouveau s'impose, et d'ailleurs, clairement, pour conclure, dans ce rapport, dans cet avis du Conseil de la concurrence, l'État est appelé à encadrer le marché de l'enseignement privé. Merci Wadi Madih, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à Anwar Hamdi, vice-président de l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. On n'a pas fini, mais un dernier mot. Oui, allez-y, droit de réponse. Bien sûr. Écoutez, madame, moi je suis de l'avis d'une régulation mais complète. Je suis de l'avis, on sait tous qu'on ne prévoit pas l'avenir, qu'on le prépare. On sait tous que nous sommes, qu'il faut faire valoriser, qu'il faut placer, il y a une éthique à mettre en place et qu'il faut placer l'intérêt général par rapport à l'intérêt individuel et qu'il faut absolument éliminer ces conflits d'intérêts parce que là, nous assistons à des choses, c'est des neuromythes, c'est des choses qui n'existent pas dans la réalité. Le contrat social, il est déjà fait il est fait chaque année, il est fait chaque moment, à chaque instant, entre les familles qui sont l'unique ressource d'argent par rapport à ces écoles. Merci beaucoup. Voilà, nous passons tout de suite à la seconde partie de questions d'actu. Le Maroc serre donc la vis au niveau de ses frontières, un dispositif renforcé pour les visiteurs européens notamment. Nous parlons un peu de la situation sanitaire ainsi que de ces décisions prises par les autorités en compagnie de 3 experts ce soir. Jafar Haikal, épidémiologiste, Nabil Kanja, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation, et Saïd Moutaoukil, président honoraire de la Société des sciences médicales. Bonsoir messieurs. Les professeurs, merci d'être avec nous. Jafar Haikal, qu'est-ce qui détermine
détermine? Quelles sont les bases ou quelles devraient être les bases de telles décisions, en sachant que ce n'est pas la première fois? Le mois dernier, le Maroc a également décidé de suspendre les vols à destination vers et de 3 destinations européennes. Alors, selon vous, la situation sanitaire de certains pays européens est-elle un argument essentiel pour prendre ce genre de décision? Oui, l'enjeu dans le contexte marocain, c'est qu'aujourd'hui, la situation épidémiologique est maîtrisée pour les principaux indicateurs classiques, les indicateurs de fréquence, le taux de reproduction, également la gravité des cas. Et l'enjeu pour le Maroc, au moment où il est en pleine stratégie vaccinale et pour renforcer donc les acquis, c'est de ne pas avoir de nouveaux variants pour lesquels l'efficacité vaccinale serait amoindrie et pour lesquels, malheureusement, une circulation de nouveaux variants créerait de nouveaux clusters épidémiques. Et c'est ça l'enjeu pour le Maroc, c'est de dire, puisque maintenant notre situation est maîtrisée, lorsque dans d'autres pays avec lesquels nous avons des relations, il y a un virus en circulation de façon importante, créant de nouvelles flambées épidémiques, eh bien on va renforcer le contrôle chez nous pour que les personnes qui viennent chez nous ne soient pas porteurs donc de virus ou de certains variants qui recréeraient chez nous de nouveaux foyers. C'est ça la logique par rapport aux frontières, au contrôle plus strict des frontières. Ce n'est pas la fermeture des frontières, c'est important, c'est simplement de s'assurer que les personnes qui vont arriver, il y a le moindre risque possible de transmission de virus classiques ou de nouveaux variants. Mais est-ce qu'on parle de nouveaux variants aujourd'hui? La situation en Europe, clairement, professeur Heikel, est-ce qu'elle est réellement inquiétante pour le Maroc, dont la situation épidémiologique est aujourd'hui passée au vert et, comme vous le disiez, la campagne de vaccination se déroule très bien? Écoutez, d'abord, le profil de population n'est pas le même. Nous avons une population plus jeune et d'ailleurs, les personnes qui sont exposées au risque dans les pays européens, comme vous voyez l'exemple de la France, de l'Allemagne ou d'autres pays, ce sont essentiellement donc les personnes âgées. Pour lesquelles on a peur. On a peur donc des conséquences. Vous voyez également ce qui se passe actuellement en Autriche. Pour le contexte marocain, je crois la prudence et la vigilance sont de rigueur. Il ne faut pas non plus paniquer ou en faire une affaire extrêmement grave. C'est une prudence, c'est une vigilance, c'est une décision de l'État qui est logique dans le cadre de la préservation du risque de circulation de virus ou de variants. Très bien. Donc, Saïd Moutaoukil, bonsoir à vous également. Donc, quand on parle de renforcer le dispositif de contrôle aux frontières, en sachant que tous les voyageurs doivent soumettre un test PCR négatif pour accéder au territoire, ainsi bien sûr que le pass vaccinal, de quel dispositif parle-t-on? Quelles sont les ressources qui devraient être mobilisées au niveau des aéroports pour éventuellement répondre à cette nouvelle exigence? Alors, le souci majeur, comme ça a été expliqué par professeur Heikel, c'est d'éviter l'entrée du pays de variants qui poseraient problème au niveau du Maroc. Et chez ces personnes-là, donc dans les pays qui sont visés, dans la liste B, c'est essentiellement avoir une PCR négative, avoir un pass sanitaire, et puis une fois sur place, c'est la détection par des caméras thermiques pour la température, et éventuellement des contrôles par des tests antigéniques rapides. Pour les gens qui sont négatifs, c'est-à-dire que la température n'existe pas, les tests antigéniques ne sont pas négatifs, selon les décisions prises au niveau du Maroc, donc ils peuvent rentrer dans le territoire national pour tous les passagers. Alors, pour ceux qui ne sont pas résidents dans le territoire marocain, si un des tests est négatif, donc ils vont être l'accès au territoire leur sera interdit. C'est des mesures restrictives qui éviteraient toujours qu'il y ait une recrudescence des cas et notamment par rapport à la circulation de certains variants qui poseraient problème. Voilà la décision qui a été prise par les autorités marocaines.
et c'est une décision souveraine à ce niveau-là, dans le cadre du principe de précaution. Naturellement. Une réaction peut-être, Nabil Kranjab, notamment par rapport à cette... Est-ce qu'une quatrième vague pourrait être à craindre au Maroc, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, dans les mois à venir? Parce que, bien sûr, on connaît que les baisses de température sont davantage dans cette partie-là du globe que chez nous. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être craindre une quatrième vague d'ici 1 ou 2 mois au Maroc? Oui, au plus tôt dans les semaines à venir, parce que nous avons l'expérience maintenant, on le sait très bien. On n'est pas très loin de l'Europe, c'est juste à côté. Et on sait, chaque fois qu'il y a une vague épidémique importante au niveau de l'Europe, il faudrait s'attendre à ce qu'on l'ait ici au Maroc, parce que le virus circule avec la population. Donc c'est la circulation de la population qui fait en sorte que le virus s'installe chez nous. Oui, moi, en tant que médecin, en tant que réanimateur, je vois la vague qui n'est pas très loin, donc qui pourrait arriver à n'importe quel moment. Et justement, le moment important, le moment crucial pour pouvoir prendre des décisions comme ça et pour pouvoir se protéger de cette vague, c'est maintenant. C'est maintenant que l'épidémie chez nous est maîtrisée. Moi, je dirais même que la vague que nous avons vécue cette dernière vague est presque terminée, ou elle est quasiment terminée. On a très très peu d'admissions maintenant en réanimation, très très peu de malades qui viennent à l'hôpital, donc c'est quasiment terminé. Et donc le moment idéal pour pouvoir se protéger de cette vague qu'on voit au niveau de l'Europe, c'est maintenant. C'est bien évidemment, comme vous avez dit et comme mes amis ont dit, c'est le renforcement aux frontières, mais c'est pas suffisant non plus. C'est pas suffisant parce que la pandémie, tant que ça existe ailleurs, tant que ça existe juste à côté de nos portes, juste à côté de nos frontières, sévit de cette façon, d'une façon importante, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, donc c'est maintenant qu'il faudrait qu'on prenne des décisions et qu'on prenne d'autres décisions aussi. La frontière, le contrôle au niveau des frontières, c'est un des moyens. Il y en a d'autres qu'il faudrait qu'on applique, qui est la resensibilisation de la population, la sensibilisation pour augmenter le nombre de vaccinations et de vaccinés, etc. Donc, c'est véritablement maintenant qu'il faut faire pour essayer d'amortir cette vague si jamais elle rentre dans le pays et qu'on soit capable à ce moment-là de continuer à vivre le plus normalement possible, ou le plus proche de la normale possible, sans qu'on puisse revenir à des moyens restrictifs, comme ce qui se passe ailleurs maintenant, quand vous voyez l'Autriche maintenant qui est en train de confiner les non-vaccinés, les passes sanitaires un peu partout. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution de... Ah voilà, merci pour la question. Nabil Kranjab, vous pensez qu'un confinement obligatoire pour les personnes non vaccinées, selon bien sûr un point de vue médical, est bien pour arrêter, pour lutter contre la pandémie? Vous savez, madame, dans cette pandémie, aucune décision n'est bonne, malheureusement. Toutes les décisions sont douloureuses. Oui, pourquoi pas? C'est-à-dire que le confiner, le non-vacciné, le pass vaccinal, on fait tout pour essayer d'accélérer la vaccination. Mais est-ce que ça protège les vaccinés de confiner les non-vaccinés? Ben bien évidemment, on sait qu'il faut être clair pour les vaccins, parce que malheureusement, je pense que ce qu'on attend des vaccins n'est pas tout à fait clair chez beaucoup de gens. La vaccination permet de réduire de façon importante la contamination. Il ne prévient pas 100% la maladie, ça c'est certain, on le sait depuis le début. Donc ça diminue la contamination, mais ça diminue essentiellement les formes graves et la mortalité au niveau des hôpitaux, et plusieurs études françaises, américaines, israéliennes l'ont confirmé. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait que pour qu'on puisse arriver, et là, Cyril Kell, l'épidémiologiste, le sait très bien, quand on a un virus pareil, peu immunisant, avec un R0 pour le Delta qui est 3 fois celui du virus original, il faut vacciner un maximum de la population, c'est-à-dire plus de 90% de la population pour qu'on puisse arriver à cette fameuse, entre guillemets, immunité collective. Donc, bien sûr, pour encourager les gens à se faire vacciner, il y a des moyens que l'État, que le gouvernement doit appliquer parce que tous ensemble, on doit vaincre ce virus. Il ne faut pas qu'il y ait de clivage des vaccinés et des non-vaccinés, ça ne devait pas exister à mon avis. Donc, il faudrait que tous ensemble, on ait certaines... c'est peut-être la position aussi, on en a parlé dans une émission précédente, d'ailleurs, professeur Heikel faisait partie du panel des invités, c'est le fait d'imposer le pass vaccinal aussi vite, d'une manière aussi brusque, qui a peut-être aussi installé une certaine forme de réticence au niveau des gens qui voulaient se faire vacciner et qui finalement
ont renoncé à cette décision après cette décision, encore une fois, rapide et brusque du gouvernement marocain. Professeur Heikel, donc vous êtes épidémiologiste, nous sommes aux portes de l'hiver, baisse de température, c'est aussi la période où beaucoup de personnes se font vacciner contre la grippe. On parle de la 3e dose de vaccin. Est-ce que ça ne ferait pas trop de vaccins d'un coup? Écoutez, d'abord, je rejoins ce que disent mes collègues professeurs donc, de réanimation à propos donc, du risque. Le risque zéro n'existe pas, on le réduit de façon significative. Ce qui est important, c'est que les gens n'arrivent pas en réanimation et mes amis réanimateurs ont fait un travail formidable au Maroc et on a sauvé donc, des vies, donc ce sont les formes graves. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que, encore une fois, convaincre et non pas contraindre. Et on l'a vu, quand vous contraignez les gens, on a une chute libre importante et c'est dommage, justement, une chute libre importante du nombre de personnes qui vont se faire vacciner. On l'a vu au cours des 10 derniers jours, malheureusement. Donc, il faut continuer à convaincre les gens de se faire vacciner. Le vaccin marche pour réduire la transmission de 70% et il marche pour réduire les formes graves et compliquées de 85 à 90%. Maintenant, l'OMS préconise une 3e dose lorsque nécessaire à des populations particulières et pour la grippe saisonnière également, il est préconisé chez les populations qui sont vulnérables et fragiles, qui sont plus de 65 ans, qui ont des maladies chroniques et qui sont dans des contextes particuliers. Je crois qu'il faut, encore une fois, éviter, et je rejoins ce que dit mon ami professeur Saïd Moutaoukil, le Maroc est un pays souverain, il ne faudrait pas faire du copier-coller ou appliquer exactement ce qui se passe en France ou dans d'autres pays. Le contexte n'est pas pareil, nous avons des professionnels de santé au Maroc, une épidémiologie particulière au Maroc, une génétique, un environnement particulier, dont un certain nombre de stratégies de politique publique appliquées en France, en Espagne ou en Angleterre ou en Autriche n'est pas applicable dans le contexte marocain. Donc, vigilance, prudence, vaccination lorsque nécessaire pour des populations particulières. Ou sinon, on va créer ce qu'on appelle un... Professeur Heikel, qui décide de ces populations? Sur quelle base? Est-ce qu'il y a des études? Il y a certes bien sûr ce comité de suivi qui décide sur quelle base, quelle personne doit recevoir la 3e dose, quelle personne doit combiner la 3e dose avec le vaccin contre la grippe saisonnière. Il y a un flou là-dessus. On n'y comprend pas grand-chose finalement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle dans le cadre de cette émission. Hein. Bien sûr, je crois qu'il faut simplement communiquer. On a mes 2 confrères ici, professeurs de médecine, réanimateurs qui s'expriment, mais il faut que le ministère également le fasse. Il faut qu'on communique plus et qu'on explique. Sinon, les gens vont dire, écoutez, je vais faire 3e dose, le vaccin contre la grippe, demain on va me demander un autre rappel, on s'en sort plus et on crée malheureusement des réactions de rejet. Alors que nous avons besoin qu'un maximum de personnes adhèrent à la vaccination pour les protéger. Notre grand problème, et je le dis, je l'assume sur vos ondes, nous avons un sérieux problème de communication qui est permanente avec la population et je crois que les ministères, et on est là pour l'aider et le soutenir, doivent communiquer plus à travers vous les médias ou directement pour expliquer et sensibiliser. Ça ne s'adresse pas à toute la population, ça s'adresse d'abord et avant tout aux vulnérables. Et avant de passer à la 3e dose, assurons-nous d'abord que le maximum ait reçu les 2e doses pour être protégé, pour revenir, comme l'a dit mon ami du CHU donc de Fès, qu'il faut absolument revenir à une vie sociale et économique normale. Mais communiquons et expliquons, et je reviens sur l'importance de convaincre, mettons le temps nécessaire à convaincre les gens, mais ne pas les contraindre. Professeur Moutaoukil, donc vous êtes président honoraire de la Société des sciences médicales. Peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit par vos confrères, professeur Kanja et professeur Heikel. Et aussi une autre question pour ma part. On parle maintenant en Europe de remettre le port du masque dans les écoles primaires. On évoque aussi d'autres mesures. Professeur Heikel parlait d'éviter le copier-coller. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on insiste aussi beaucoup sur la vaccination. Mais qu'en est-il? Vous êtes donc au cœur, n'est-ce pas, de cette lutte contre la maladie. Est-ce qu'on ressent vraiment, vous pouvez partager avec nous votre propre expérience, on ressent les effets de la vaccination. Les gens qui sont vaccinés sont-ils moins nombreux dans les urgences? Les cas graves sont moins nombreux. Professeur Heikel évoquait ce chiffre-là tout à l'heure. Mais sur le terrain, est-ce que vous le ressentez réellement? Oui, tout à fait.
Alors, avant de revenir, je partage parfaitement les avis exprimés par mes amis, professeur Khanger et professeur Heikel, et concernant toutes les données qui ont été et les considérations qui étaient évoquées pour faire face, et puis les mesures aussi de faire une bonne campagne concernant la vaccination. Et je suis d'accord qu'il y a un déficit au niveau de la communication par rapport à ces problématiques, par rapport à la première dose, la deuxième dose, la troisième dose, avec son public cible. Et puis, puisqu'on est dans une période hivernale, il y a aussi l'ombre de la grippe qui peut survenir. Et on sait que dans les périodes automnales et hivernales, les maladies respiratoires vont s'exprimer davantage parce qu'il y a un déficit immunitaire. Donc, dans cette période-là, nous devons nous armer de tous les moyens pour essayer je suis d'accord, pour convaincre plutôt que contraindre et mener une campagne dans les meilleurs des cas. Bien sûr, tout le monde, et on le sait, nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie. Il y a des personnes qui sont fragiles, qui vont être susceptibles de faire des complications en termes d'hospitalisation dans les soins intensifs en réanimation, avec le risque de décès. Et ces populations cibles doivent, de notre part, concentrer tous nos efforts pour les protéger. Et dans les mesures aussi restrictives qu'ont les États, au niveau de chaque État, et chaque État va agir selon ses propres populations, ses propres données, selon ses données épidémiologiques et aussi selon les moyens exprimés et aussi selon les équipements de son système de santé. Parfois, on peut agir et dire qu'on va prendre des mesures beaucoup plus draconiennes parce qu'on sait que notre système de santé, il est en deçà de nos espérances, malgré les efforts qui ont été consentis par les équipes médicales et paramédicales et aussi par le personnel de soutien pour faire face dans cette pandémie, mais la prudence doit être assez importante. Il va de soi aussi qu'il y a une notion, si vous permettez, sur laquelle je peux revenir. Il y a une très bonne étude qui a été publiée en 1994 dans la sérieuse revue Vaccine, qui nous montre que chaque fois qu'on a un phénomène important en rapport avec une pandémie, comme celle que nous vivons actuellement, dans un premier temps, on commence à voir la maladie faire beaucoup de victimes. Et les gens attendent, ils ne savent pas quoi faire. Par la suite, on va dire que les chercheurs ont commencé à voir sur les travaux qu'on peut avoir un vaccin et que ce vaccin serait immunisant. Et pendant cette période-là, comme ce qu'on a vécu en 2020, rappelez-vous des images en Italie, le nombre de morts et le nombre de décès et le nombre aussi de patients hospitalisés en réanimation. Donc les gens commencent à dire où est le vaccin? Ils se posent ces questions-là. Par la suite, le vaccin commence à être mis en place et on commence à avoir l'effet des vaccins, parce que les vaccins nous protègent contre les formes graves, contre le décès, et ça nous protège, même si ça n'élimine pas de manière automatique les virus de la circulation. Il faut que ça soit clair à ce niveau-là. Même si ça ne protège pas tout le monde, mais si on vaccine plus de monde, on aura moins de circulation de virus et on aura moins de cas graves et on aura moins de décès. Donc, dans ces cas-là, les gens voient que la vaccination apporte, mais ils commencent à voir les morts diminuer et ils vont commencer à voir les cas graves diminuer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que les effets secondaires qui vont apparaître en premier, et les gens commencent à avoir peur. Oui, mais en même temps, on ne parle pas justement de ces effets secondaires. C'est les effets secondaires que vous pensez font peur finalement pour les gens qui hésitent encore à se faire vacciner. C'est les effets secondaires des vaccins.
Et, Exact. et ils vont être exagérés, comme ce qu'on a vu maintenant. Et avec cette nouvelle vague qui se voit actuellement en Europe, et en Europe, on sait que ça touche bien sûr les plus faibles, mais ça touche aussi les gens non vaccinés, avec tout le débat actuellement en Europe sur le pass vaccinal, sur le pass sanitaire, faut-il rendre la vaccination obligatoire? Il y a ce débat actuellement en Europe. Et on redécouvre... Et au Maroc aussi, hein. Au Maroc aussi, professeur Boutaoukil. Le débat s'est invité au Maroc également. Oui, mais bien sûr. Et je précise aussi que pendant cette période-là, on va redécouvrir encore une fois l'intérêt des vaccins, et c'est là où on doit commencer un véritable travail pédagogique de communication saine sur ce chose-là. Et là, je rejoins mes amis à ce niveau-là. Merci beaucoup, professeur Moussaoukil. Un dernier mot, Jafar Haikal et professeur Kanja, pour clore la discussion. Bien sûr, professeur Haikal. Oui, alors d'abord, je pense que c'est important, et mes confrères sont d'accord. Au Maroc, notre stratégie a été bonne, pas uniquement à cause de la vaccination. La vaccination n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Il faut maintenir les mesures barrières qui sont importantes, il faut dépister très tôt les malades et également les traiter. Ce sont ces 4 éléments ensemble qui expliquent le cas d'école marocain. Oui, mais professeur Haikal, j'ai l'impression qu'on dépiste moins, qu'on teste moins les gens, hein, depuis que la vaccination avance. Vous avez parfaitement raison, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser au dépistage tôt, traitement tôt, en même temps que les mesures barrières et l'adhésion à la vaccination. C'est un tout. La vaccination seule n'est pas suffisante, les mesures barrières également, le dépistage et le traitement. C'est un tout qui explique les résultats du cas d'école Maroc, qui quand même est un résultat qui est important en matière de lutte contre les crises sanitaires, et le Maroc, je pense que l'a démontré. Merci beaucoup, professeur Haikal. Merci. Professeur Kanja, un dernier mot, si... Oui. Un dernier mot, moi, il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais surtout insister sur la 3e dose qui n'est pas très bien comprise par les citoyens, ou la dose de rappel ou de booster. On sait maintenant, il y a des études qui l'ont montré, que ce soit aux États-Unis, en France et même chez nous. Au Maroc, on sait que la plupart des décès des gens vaccinés, c'est au-delà du 5e, 6e mois après la vaccination. Donc on est sûr et certain qu'au-delà du 6e mois, le taux de protection diminue de façon importante à ce que l'individu soit à risque de développer une maladie grave et de développer les malades. Tous. Donc, oui. Tout le monde. Exactement. Nous avons tous le même niveau d'immunité. Non. Non, bien évidemment, c'est différent. Il y a l'immunité cellulaire, il y a la mémoire cellulaire, etc. Mais de façon globale, parce que pour cette maladie, il faut penser collectif et pas individuel. On sait que sur un très grand nombre de malades, la majorité des décès, et chez nous aussi au Maroc, c'est-à-dire c'est les non-vaccinés, les gens incomplètement vaccinés ou ceux qui ont été vaccinés au-delà de 5-6 mois. Et moi, à titre personnel, en tant que médecin et réanimateur, je pense que ceux qui ont été vaccinés au-delà de 6 mois ne le sont plus. On ne doit plus considérer comme ils sont vaccinés à titre collectif et encore une fois pas à titre individuel. Et donc, j'insiste véritablement sur ce rappel ou ce booster, et surtout sur les patients vulnérables, les diabétiques, les hypertendus, les obèses, etc., pour pouvoir protéger l'hôpital. Parce que si on protège l'hôpital, on n'a plus de raison pour faire des moyens de restriction au niveau du pays. Et une occasion aussi pour remercier ce corps médical qui a veillé à sauver des vies pendant ces derniers mois, ces 2 dernières années quasiment. Merci beaucoup, professeur Kanja, professeur Haikal, professeur Moussaoukil. Merci d'avoir enrichi cette discussion autour, bien sûr, de ce sujet toujours malheureusement d'actualité. Merci. Voilà, c'est ainsi que Question d'actu touche à sa fin. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.